qu'est-ce qui définit le bonheur et comment on l'obtient? Je me dis que c'est un peu le but ultime de notre présence sur Terre, mais en fait, on sait pas vraiment le définir, ni réellement comment l'obtenir. Je me suis posé la question parce que ça fait 1 an que j'ai quitté mon job, maintenant je vis du coaching, j'arrive à voyager en travaillant et je prends le temps de partir à l'aventure quand je le sens. Je n'ai jamais autant de certitude en fait sur le fait que cette vie que j'ai créée, c'est vraiment mon idéal et que je l'échangerai pour rien au monde. Mais pour autant, j'ai pas la sensation de ressentir plus de bonheur qu'avant, alors je me demande si je n'ai pas négligé quelque chose qui serait la touche de sel dans ma vie en fait. Et c'est là que je me suis dit, tiens, ça serait stylé de définir la formule du bonheur, donner une version très cartésienne d'une chose aussi difficile à définir et que ça m'aiderait à répondre en fait à cette frustration que je ressens tout en vous donnant un autre angle sur le sujet. Et là, en quelques recherches, bingo. Enfin, ouais, j'ai eu la même réaction que vous quand j'ai vu la gueule de la formule, mais je vais t'expliquer tout ça. Alors, c'est une étude réalisée par des chercheurs anglais. L'expérience consistait dans un premier temps à étudier 26 personnes à qui ils ont donné 20 pounds chacun. Et ensuite, ils les ont soumis à des paris avec différents niveaux de risque de perte et d'opportunité de gain. Et une fois qu'ils avaient le résultat de leur pari, on leur demandait d'évaluer leur niveau de bonheur. Et c'est à partir de ça, en fait, qu'ils ont déterminé cette fameuse équation. Et ils ont ensuite testé l'expérience avec un jeu sans argent auprès de 18 000 personnes, d'où ils ont tiré à peu près les mêmes conclusions. Alors si on décrypte cette formule, elle met en lumière 3 notions majeures. CR qui est la récompense, EV les attentes, et RPE qui est la différence entre la récompense perçue et celle espérée, donc autrement dit nos attentes. Mais ils indiquent que c'est cette dernière notion qui aurait le plus de poids dans le résultat final, mais comme elle est elle-même le résultat d'une soustraction, plus les attentes sont élevées, plus la valeur de RPE sera faible. Selon moi, cette étude a beaucoup de sens. Je pense qu'on peut tous se souvenir de quelque chose qu'on a acheté ou pour lequel on avait des attentes et à la découverte du produit ou du résultat, sentir immédiatement la déception en nous en fait. J'imagine bien le restaurant où tu attends vraiment de te régaler et en voyant arriver le plat, tu déchantes tout de suite, surtout au moment où tu vois le plat de tes potes arriver qui sont beaucoup mieux que le tien. Et j'aime bien cette idée parce que ça met le doigt sur une chose qui est la base de travail en coaching. C'est que nos problèmes proviennent toujours de notre perception d'un événement, même les pires. Par exemple, si les personnes les plus proches de toi, comme tes parents ou tes enfants décèdent, c'est à toi et à ton mental de décider si tu veux te servir de cet événement pour en faire une force ou alors te laisser détruire par ça. Ça peut paraître fou, mais c'est pourtant vrai. J'ai l'exemple de Mo Gauda, l'ancien directeur commercial de Google X, qui a écrit le livre La formule du bonheur, qu'il a publié 3 ans après le décès de son fils et qui aujourd'hui, probablement grâce à cette perte, ambitionne de rendre 1 milliard de personnes plus heureuses. Alors j'ai pas lu le livre complètement, mais il rejoint en partie l'étude précédente axée sur les attentes liées aux événements de notre vie, en plus d'autres concepts. Et je pense en fait que c'est déjà une première belle conclusion, mais qui, selon moi, répond plus à un moment de bonheur lié à l'instant présent. Là, je distingue ma problématique plutôt en relation avec une recherche de bonheur profond et durable et pas simplement des réactions hormonales aux événements du quotidien. Et c'est là où je me suis demandé si je ne poursuivais pas un idéal de vie qui n'existait peut-être pas. Parce que ça m'a fait penser au concept d'adaptation hédonique qui mentionne aussi d'ailleurs dans l'étude. Il s'agit de la tendance observée des humains à revenir rapidement à un niveau de bonheur relativement stable en dépit d'événements positifs ou négatifs majeurs ou de changements importants dans leur vie. Pour faire simple, on aurait une ligne représentant notre niveau de bonheur et des événements venant le perturber. L'adaptation hédonique, c'est le phénomène qui nous ramène à ce niveau de bonheur relativement constant. Alors peut-être que vouloir augmenter ce niveau moyen est en fait utopique, mais je pense qu'on peut quand même l'influencer consciemment. Et je pense finalement qu'en fait le fait d'être heureux, c'est avant tout être capable de toujours avoir de la gratitude pour ce qu'on a. Mais le truc c'est qu'on peut avoir de la gratitude pour tout. Il suffit de se dire, est-ce que par exemple, si demain en fait je viens à être amputé des 2 mains, je vais apprendre à vivre avec, mais il suffit qu'un an plus tard on me dise qu'en fait je peux réavoir mes mains. En fait là je vais être ultra heureux, sauf qu'en fait les mains actuellement je les ai déjà. Donc c'est un peu tiré par les cheveux, mais en soi si tu veux avoir de la gratitude parce que tu as 2 mains et que tu peux t'en servir, en fait tu peux. Et il y a ce truc aussi que le cerveau peut pas être déprimé et heureux en même temps. Donc ce qui fait que si mécaniquement en fait tu impulses de la gratitude, ça fait qu'il ne peut pas avoir des idées noires en même temps. En tout cas n'hésitez pas, si vous passez à Amsterdam, franchement je vous recommande vraiment, et c'est quelqu'un qui a mangé des frites dans le monde entier, qui est originaire du nord de la France, frontalier de la Belgique, qui vous le dit, alors franchement ça vaut le coup d'essayer. Mais je me suis pas arrêté là pour chercher vraiment ce bonheur profond et en fait je suis revenu à mes convictions personnelles, à ce que je me répète souvent
et qui revient plusieurs fois dans mon livre. C'est que pour être heureux, il faut savoir apprécier son présent et être fier de ce qu'on a accompli. Je l'explique en disant qu'apprécier son présent, on est rapidement capable de le faire en fait, mais un présent un peu trop alimenté par des sources de dopamine simples ne prédit pas une grande fierté sur ses accomplissements. Et réussir à apprécier sa vie par le travail, c'est difficile parce qu'il faut trouver quelque chose avec lequel on est complètement aligné et qui participe à la construction de quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Mais je sens que je suis toujours vraiment très aligné avec ça, alors j'ai cherché sur d'autres domaines de vie. Et c'est là que je suis tombé sur Robert Waldinger, un psychiatre américain connu comme le 4e directeur d'une étude sur le bonheur qui dure depuis 1938. Ça fait plus de 80 ans qu'ils suivent des personnes et c'est ce qui la rend vraiment exceptionnelle. Elle a commencé avec 724 hommes, dont moins de 60 sont encore vivants aujourd'hui. Elle se poursuit avec 2000 personnes qui sont leurs descendants. Il y avait deux groupes principaux, un groupe d'étudiants de Harvard et un autre d'une population pauvre de Boston, ce qui permettait de varier les publics. Et tous les 2 ans en fait, ils recoltaient leurs dossiers médicaux, ils leur envoyaient des questionnaires et ils interviewaient leurs proches, etc. Et sa conclusion est finalement très simple. Good relationships keep us happier and healthier. Period. Qui détaille ensuite de cette façon, c'est que 1. Nous sommes très dépendants des relations sociales et la solitude tue. La famille et les amis et notre communauté en fait ont un effet direct sur notre santé, mais que 2. C'est la qualité des relations qui compte, pas le nombre. On peut très bien être marié et se sentir seul ou vivre dans le conflit permanent. Il décrit ces choses comme toxiques et mauvaises pour notre santé. Et le 3e point mis en avant, c'est que les relations maintiennent aussi notre santé mentale. Les gens qui peuvent compter sur d'autres personnes ont une mémoire plus fiable avec le temps, contrairement aux autres. Avec tout ça, j'ai juste des clics comme si je venais de trouver une solution, alors que c'est encore très abstrait dans ma tête. C'est que j'ai quitté Paris parce que je me sentais seul dès que je n'étais pas avec mes amis. Cela m'a amené à devenir digital nomade et partir notamment 2 mois au Mexique pour retrouver le voyage de façon différente, que la rencontre fasse partie de mon quotidien. Et franchement, ça a vraiment confirmé mon choix. Et ici, chez mes parents, en fait, je ne me sens pas seul. Je suis avec ma famille et mes amis, mais une part de moi ressent ce manque quand même. Alors, ça peut paraître contradictoire avec cette étude parce qu'à l'étranger, beaucoup de relations n'ont pas le temps d'être solidifiées et peuvent être vues comme vides par rapport à ce que j'ai ici. Mais je pense qu'une part de moi rêve de rencontrer quelqu'un d'important avec qui je pourrais partager les choses et continuer de grandir. Même si c'est pas un objectif écrit à atteindre parce que ça ne se contrôle pas. Je pense qu'il est évident que partager sa vie avec quelqu'un fait partie des plus belles émotions qu'on peut vivre. Et en tant que passionné de la vie, j'espère profondément que l'âge ne me fera jamais tourner le dos à ces émotions. J'induis forcément les relations amoureuses, mais je n'oublie pas les amitiés qui en voyage, elles peuvent se développer 10 fois plus vite. Alors, je pense que c'est le bon moment pour vous annoncer que ces prochains mois, je serai en Afrique du Sud. C'est un projet que j'avais en tête depuis le Mexique et là il est plus que temps d'aller voir ce que l'avenir me réserve. Tu peux regarder ma vidéo sur la solitude qui est liée à ce sujet et que je considère être une des sources principales de mal-être aujourd'hui. Personnellement, j'ai trouvé des réponses, alors j'espère que ça pourra t'inspirer et t'aider.